Les amis, je rappelle, pour le coaching à distance, vous me contactez sur Instagram, vous m'envoyez un message, vous m'expliquez vos objectifs, on en discute. Là, je vous présente Adam, par exemple, qui a réalisé une superbe transformation et en plus de ça, il a augmenté ses performances. Un autre aussi qui a perdu 22 kilos, je vous en ai déjà parlé, donc lui aussi il pratique la course à pied, quelle que soit votre discipline, hein, que vous fassiez des sports de combat, ce soit un objectif seulement esthétique ou performance. Vous m'envoyez un message sur Instagram, on en discute ensemble et on met ça en place pour vous faire atteindre votre objectif. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo particulière, hein. C'est un échange du coup avec Nicolas Haute. C'est vrai que sur cette chaîne, vous voyez rarement du coup ce style de vidéo. Donc pour définir le contexte, en fait, Nico est au Canada pour coacher Benoît Saint-Denis. Ça fait un petit moment qu'on discutait avec Nico de faire une vidéo ensemble. On devait la faire là-bas sur sa chaîne et maintenant, bon, ben, après, on devait la faire sur la mienne. Enfin, on n'a jamais réussi à se caler. Et là, bon, ben, c'était l'occasion. Donc, il va revenir du coup sur l'épisode de Benoît, le changement d'adversaire, etc. Mais pas que. On a fait aussi un échange du coup sur la performance sportive, sur le contexte de haut niveau, sur notre vision de l'entraînement. Donc, c'était super enrichissant. Vous verrez, c'est une discussion assez naturelle. J'espère que ça va vous plaire parce que nous, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à échanger. Et voilà. Et désolé aussi, malheureusement, vous avez vu, hein, j'ai des inflammations. J'ai tourné hier soir au sol et j'ai fait la vidéo juste après. Donc, je suis vraiment marqué du visage et vous savez que j'ai ces petits problèmes encore. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous allez vous régaler et merci encore à tous pour la force. Mon ami Nicolas Haute, on devait se voir en physique, j'aurais préféré, tu vois, c'était mieux. Malheureusement, bon, ben toi, tu partais au Canada et moi, je rentrais du Japon, donc on s'est croisés, quoi. Bon, enfin, on s'est croisés plusieurs fois. On a, on a des excuses à chaque fois, de toute manière. Bon, Nico, voilà, là, ben, tu avais Benoît, tu es au Canada. Ouais. Tu me disais tout à l'heure que vous avez appris dans la nuit, du coup, avant de partir à Montréal. Et comment vous l'avez su, en fait? Bah moi, j'ai reçu un message de Guillaume qui m'a dit, voilà, il y a Alvarez qui est out. Et donc, la première question qui passe par la tête, c'est, OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont nous placer sur un autre événement? Est-ce qu'on peut réaffronter Alvarez? Parce que nous, c'était notre première vision, c'était, bah, ça se trouve, on peut réaffronter Alvarez, mais un peu plus tard. Tu vois, peut-être qu'il est out que sur celui-là, etc. Et face au refus d'Alvarez de, tu vois, 2 semaines, 3 semaines, on essayait, je crois, sur un UFC qui est mi-juin ou un truc comme ça, on essayait, 317 il me semble, ou 316 je sais plus. On essayait de se replacer là-dessus, et quand on a vu que c'était mort, bah, deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend l'avion pour aller au Canada quand même? Est-ce qu'on part pas? Comment ça se passe? Moi, j'ai 4 combattants qui vont combattre à Arès. S'il n'y a pas de combat de Benoît, à la limite, je préfère être sur Paris, pouvoir finir l'entraînement. Et si tu veux, le retour de l'UFC, c'était prenez l'avion, on va tout faire pour qu'il puisse y avoir un combat. Et donc, bah, on a pris l'avion, sans nouvelles, tu arrives au Canada, tu sais pas encore. Et puis T'avais une après, moi, connexion dans l'avion ou pas? ouais, alors, il y a une connexion, tu peux prendre une sorte de Wi-Fi, moi, je l'ai pas pris. Moi, je l'ai prise, mais c'est pour ça que je te demande ça. Est-ce que tu avais la connexion Ouais. tout au long du Non, voyage? Ok. non, en vrai, je me suis dit, enfin, tu vois, il va rien se passer de fou. Quand je vais arriver, on verra ce qui se passe. Et quand je suis arrivé, il n'y avait même pas de nouvelles. Et le seul truc que j'avais, c'est des managers. Il y a un manager français européen et puis il y a un combattant qui a un club au Québec, un ami, qui m'a envoyé un message. Et les deux m'ont envoyé des messages en me disant, voilà les propositions qu'on peut avoir. Voilà ce que nous, on a entendu. Mais on n'avait pas encore de proposition officielle de l'UFC. Et donc moi, si tu veux, on est à l'aéroport. Je veux pas alerter Benoît. Donc je suis en train de regarder un peu de mon coin sur le portable comme ça, un petit peu en secrète. Et puis, quand on arrive à l'hôtel, là, je reçois un message de Guillaume qui me dit, voilà ce que l'UFC propose. Et donc là, je commence à sortir le PC, je commence à regarder, j'invite l'équipe avec moi, j'invite Johan, j'invite Chris T'as plusieurs à noms à ce regarder. moment-là? Il te propose plusieurs noms à ce moment-là ou Il nous c'est... propose plusieurs noms, Ok. dont 2 noms locaux, 2 Canadiens. Et en fait, dans les 2 Canadiens qui nous proposent, il y a un prospect, un mec qui a 9-1, donc un beau palmarès. Euh, Je reviendrai ensuite sur le profil. Et puis de l'autre côté, il y a le vétéran. Tu vois, moi, la façon dont je l'explique un petit peu pour que ce soit compréhensible pour tout le monde, une sorte de Michael Lebou local. Tu vois, donc un vétéran, beaucoup d'expérience, qui sort de 3 KO, 3 finishes premier round, qui n'a pas été battu avant la décision depuis 2013 contre Kevin Lee. Donc un mec solide, avec un gros palmarès,
mais qui n'est pas en début de carrière, qui n'est pas un prospect. Et de l'autre côté, on a un mec qui a 9-1. Et si tu veux, à ce moment-là, Benoît, il nous rejoint, on est au Starbucks en bas. Benoît, il nous rejoint et il dit, ah les gars, qu'est-ce qui se passe et tout. Très zen, Benoît, tu vois. Et là, c'est là que je lui dis, voilà, les noms qu'on a, regarde ça, regarde ça. Il n'y avait Et pas puis, d'autres combattants qui étaient sous contrat avec l'UFC déjà? Ils t'ont pas proposé les Rebeki, tous ces trucs-là? et en fait, le truc, c'est que il y a une question de localité, premièrement, parce que le mec, comment il va se déplacer? Il y a une question de poids. Donc, par exemple, nous, le mec qu'on prend, Prépolek, c'est un mec qui devait combattre vendredi. Oui, on en parlait contre Dufour. Il devait combattre vendredi contre Dufour en 5x5. Et donc, forcément, il est au poids parce qu'il devait combattre vendredi. Donc, ensuite, tu vois sur les médias, tu vois sur les réseaux, Gamrot voulait combattre une semaine, 2 semaines après. Non, mais gros, le combat, il est là. Il est samedi à Montréal. Il y a une raison pour laquelle on met Benoît Saint-Denis sur la carte à Montréal. Les gens ne se rendent pas compte, même moi, je ne m'en rendais pas compte avant d'être avec lui ici. Benoît Saint-Denis à Montréal, c'est une star. C'est-à-dire que quand on est en train de marcher dans la rue, toutes les 50 mètres, 50, 100 mètres, il y a un mec qui arrête Benoît et qui dit, est-ce qu'on peut prendre une photo? Putain, c'est un truc de ouf de Et te du voir coup, et tout. tu penses qu'il va être plus soutenu, son adversaire, qui est canadien, parce qu'il est canadien, du coup? Je T'en sais penses pas. quoi, toi? Oh. Je serais pas étonné. En fait, les Canadiens, parce que les retours que j'ai eus des gens que je connais ici et des gens qu'on a croisés dans la rue, c'est Dufort. Les Canadiens, ils voulaient Dufort. Nous, Dufort, on nous l'a même pas proposé. Ouais, Donc, mais je pense parce qu'il reste sur des défaites au PFL, tu sais, donc à mon avis, c'est pour ça. voilà, donc nous, on nous l'a même pas proposé Dufort. Ensuite, comment il s'appelle? Prépolec, il devait affronter Dufort. Donc nous, nous a proposé Prépolec. Quand Benoît, il voit les deux gars, le gars qui a 9-1, on regarde les combats et en fait, on se rend compte que l'UFC voulait signer ce gars-là. Mais on regarde le palmarès et on voit que, en vrai, tu as 9-1, mais tu as affronté des mecs pas si forts que ça. Et Benoît, il est dans une mentalité, il dit, les gars, moi, il y a des mecs qui ont payé leur place pour venir me voir ici. Il y a des mecs qui ont payé de France, il y a des mecs qui ont payé ici, il y a des mecs qui ont fait le voyage, qui ont fait le déplacement. Moi, je veux prendre un mec sérieux, lourd. Je ne vais pas accepter un mec qui n'est pas un mec, un adversaire qui est sérieux, tu vois. Et on commence à regarder Prépolek, et puis on voit son combat contre Nordine Taleb, où ça va à la décision. On voit ses KO, il met des KO sur high kick, etc. Et Benoît, il dit, OK, c'est un mec sérieux, c'est un mec costaud, c'est un mec qu'il ne faut pas prendre à la légère, je suis prêt à l'accepter. Et c'est comme ça que ça se passe. Ouais, d'accord, ouais, ouais, ouais. En fait, les autres, ils voulaient pas combattre ce week-end, hein, en gros. Hein. Gamrot, par exemple, lui, c'était pas ce week-end qu'il voulait combattre. Bah, C'était par la moi, suite. je sais pas. Moi, Gamrot, je D'accord. sais pas. Encore une fois, regarde, Prépolek, il a pas fait de call-out sur les réseaux, Prépolek. Ah non, pas du tout. Quand tu reçois un contrat de l'UFC, est-ce que tu as besoin de faire un call-out sur les réseaux? Non, mais lui, je pense que lui, après, c'est pour faire buzzer le match, à mon avis. Tu vois? Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, Quand tu bien as le sûr. contrat devant toi, au final, tu n'as pas besoin du call-out. Donc lui, ce qu'on lui a proposé, comment on lui a proposé, c'est comme Dufort, encore une fois, nous, on ne nous l'a pas proposé, Dufort. Donc, Oui, non, mais je il te faut... dis, de fort, comme il a ramassé au PFL, l'UFC l'aurait pas signé. Hein. Voilà. C'est pas possible, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut se méfier de ce qu'on voit sur les réseaux et de la réalité de nous, ce qu'on reçoit comme proposition. Ah oui, non, mais complètement. Mais de toute façon, c'est ce qui a fait que les gens ont mal pris un peu Prépolek. C'est parce que c'est à cause des autres combattants, je le disais tout à l'heure, tu sais. Le problème, Ouais, c'est que comme ça a été médiatisé, tout le monde s'attendait à un Rebeki, tout le monde s'attendait à un Gamrot ouais, ou à un ouais, Rufi, tu vois. Tout le monde avec ça ouais, sur la bouche. Moi, tout le monde me mettait ça en commentaire. Même Axel ouais, Sola, pour tout te dire. Moi, j'ai eu beaucoup de ouais, gens qui m'ont dit, c'est Axel Sola, il faut mettre Axel Sola, etc. Parce qu'il est bien classé, en plus. Et moi, ouais. je ne savais pas. Je dis, mais pourquoi ils sortent Axel Sola? Je ne voyais pas le rapport, mais apparemment, il est au Canada. Bon, bref. Mais en fait, c'est vrai que derrière, on ne se rend pas compte. Il y a des propositions qui sont faites. L'UFC a déjà ses réseaux, hein. Donc ils Bah contactent oui, déjà les managers et ils voient qui est dispo, qui peut être au poids surtout, hein, parce que c'est ça la plus grosse problématique, tu vois. Il faut quelqu'un qui soit disponible, qui n'ait pas besoin des visas, tu vois, non plus, de travail, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont rémunérés, ces gens, tu vois. C'est tout un contexte, en fait, qui définit le fait de prendre un adversaire ou pas, tu vois. exactement. Et après, pour être tout à fait honnête, moi, Gamrot ou Rebeki, c'est pas des adversaires que j'aurais affrontés, que j'aurais accepté là. Attention, Gamrot, Rebeki, plus loin dans la carrière de Benoît, j'ai aucun souci avec eux. Mais là, quand tu fais un camp où tu prépares un striker, et tu me dis au dernier moment, tu t'échanges pour un profil grappleur comme ça, c'est pas des combats la préparation du camp n'a rien à voir. Donc, prendre un striker d'élite, ça ne nous dérange pas.
On a été chercher Alvarez. Alvarez, il a 20 finishes. On a pris Ah sans oui, aucun très souci. très bien, Alvarez, ça, bien sûr. Très, très fort. Très dangereux. Beaucoup plus dangereux en termes de finish. 20 finishes. Gamrot, il a un finish à Ah l'UFC. oui, complètement. Bah, tu vois, ça n'a rien à voir. Mais par contre, la préparation d'un mec comme Gamrot, c'est pas la même préparation. C'est une préparation où bah, tu fais venir des lutteurs et tu prépares contre des lutteurs. Pour le camp de Benoît, on a fait venir des strikers et on s'est préparé avec des strikers. Donc, c'est pas du tout le même camp de préparation. Et donc, forcément, bah, tu prends pas les mêmes oppositions ensuite. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est ça qui est le plus problématique après, quand les short notice, ça, c'est un fléau, les annulations, hein, dans les sports de combat, on va pas se mentir, dans le MMA. Surtout, et quand il y a de tels enjeux, c'est toujours compliqué, quoi. C'est toujours Clément, compliqué. on en parlait en off juste avant. Il y a un truc qu'il faut pas oublier. Quand Joël Alvarez, il fait forfait. Il fait forfait samedi. Il fait pas forfait. Il dit, au vu des conditions, au vu du poids auquel je suis, au vu de mon état de forme, au vu des petits bobos que j'ai, on a tous des bobos dans un training camp, Complètement. au vu de tout ça, je choisis d'abandonner. Je choisis de ne pas faire le combat contre Benoît une semaine avant le combat. C'est un choix qu'il fait. C'est pas, il y a pas d'événement. C'est pas samedi, il s'est blessé. Il s'est pas blessé Ah non, samedi. mais moi, tu prêches convaincu. Samedi, Moi, il je a dis pris la carrément que c'est décision parce qu'il de. savait qu'il n'était pas au poids. Voilà. Donc ça, toi, tu prêches convaincu. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, hein, sur ça, hein. Il n'est pas venu, il n'est pas venu. C'est son problème, c'est le premier fautif, hein. C'est lui qui a foutu le bordel, hein. Voilà. Et Lui, nous, Benoît, on il n'a avait rien demandé, hein. accepté Benoît, il est arrivé, il était d'affronter. là. On avait accepté pour un retour d'accepter un adversaire très très fort. Parce que pour nous, il y avait des chemins de victoire qui étaient identifiés. Ah non, mais je suis complètement d'accord. Et puis, je pense que Benoît est dans une situation où il faut un adversaire de qualité, tu Ouais, vois, pour le remettre dans les rails, hein, tout simplement, parce ouais, qu'il a des ambitions, tu vois. Il veut pas rester à exactement. l'UFC pour rester à l'UFC, il veut rester à l'UFC pour performer. C'est ça toute la différence. Donc, euh, donc après, voilà, c'est des visions qui se défendent, en fait. Après, c'est sûr qu'effectivement, ce qui est bien, c'est comme tu dis, c'est qu'il est resté zen. Et ça, Ouais. c'est remarquable parce qu'il y a des combattants qui peuvent, à juste titre d'ailleurs, hein, être perturbés énormément, hein. Il m'a vraiment impressionné, même par sa manière. Après, c'est un ancien des forces spéciales. Donc, si tu sais pas gérer le stress, tu peux pas faire partie des spots. Mais si tu veux, il était à l'aéroport, je le voyais même pas. Il était même pas. J'étais plus sur mon portable que lui, il était sur son portable. J'étais plus à attendre une réponse que lui, qui au final était zen et voilà, qui disait, bon, quand ça va tomber, ça va tomber. Et puis aussi, je pense qu'il y a une histoire de confiance. Comme il a confiance en Guillaume et puis qu'il a confiance en moi, il s'est dit, OK, quand ils vont avoir les infos, ils vont regarder, puis ils vont m'informer. Et puis quand ils vont Ah, m'informer, à ce moment-là, on regardera de ce qui se passe, quoi. plus ces combattants, ils ont des qualités, de toute façon, qui sont supérieures à la moyenne, hein, tu vois bien, hein. Moi, je me rappelle Abdul, c'est pareil, il a toujours des pull-outs, tu vois. Mais rien l'affecte, tu vois. Mm. Rien l'affecte. J'ai l'impression que. Et Baki, moi, ce qui m'avait impressionné contre Doumbé, c'était l'enjeu, tu vois, qu'il y avait. Et, C'était et j'avais ouais, été c'était bleu. fou. Moi, Baki, j'étais. Le jour J, je sais pas si tu es au courant, mais le jour J, son frère me dit que je suis dans son coin. Parce que Nassour ne pouvait pas venir. Et Baki, quand je le croise après, bon, son frère me dit que c'est bon, que Nassour vient. Et quand je vois Baki, c'était le jour du combat, ça, hein. Si je te promets que j'avais l'impression qu'il allait faire un match de paddle, tu vois. Pas stressé du tout, quoi. Le soir, il faisait le plus grand combat franco-français. Et en fait, je pense que c'est des gens qui ont une capacité psychologique. Et du coup, ça se voit après, d'ailleurs, par rapport à ce qu'ils arrivent à produire dans la cage, hein, tout simplement, hein. Donc, je suis même pas étonné que Benoît, qui est habitué à avoir fait des combats d'enjeu, à avoir répondu présent. Et tu vois, par exemple, le combat. Alors, c'était peut-être différent, hein, le combat d'Élysée, parce que quand tu rentres plus ou moins en short notice, tu n'as rien à perdre. D'ailleurs, c'est ce qui peut être dangereux avec cet adversaire, c'est qu'il a tout à gagner. Il n'est pas bien classé. C'est un mec, ça s'est très mal passé pour lui. Prépolek, quand il est arrivé à l'UFC, il a eu 2 combats de défaite, hein. C'est un mec qui a tout à gagner, là. Tu vois, Exactement. c'est un mec que lui, il va arriver relâché. Et je faisais le parallèle avec Brad Wheeler qui avait affronté Abdul, qui avait pareil, un vétéran qui avait affronté Mansour et tout à la grande époque, tu vois, et qui était arrivé. Et c'est le seul mec contre Abdul qui pour moi n'avait pas peur de tomber par terre. C'est-à-dire qu'il s'est dit, je vais essayer d'y arracher la tête, ça passe pas, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et je pense que ce gars-là, là, Polek, c'est un mec qui se dit, j'ai tout à gagner sur ce match. J'ai 35 ans. Si je le bats, ça me relance, c'est le dernier run que je peux faire, hein, tu vois.
Et non, non, c'est dangereux et c'est bien que vous le preniez au sérieux. Tu vois, j'ai regardé tout à l'heure un petit passage de Benoît Saint-Denis qui disait je le prends très au sérieux. Toi, je te connais, Nico, de toute façon, même. De toute façon, on en a déjà tellement discuté tous les deux en off qu'il n'y a rien de pire qu'un short notice. Même on te met même un amateur, on te le met. T'as toujours la hantise de Ben Askren, Masvidal, il prend un coup de genou sauté, ton mec il tombe, on sait pas pourquoi, tu vois. Et en plus, là, contre un mec qui a le knockout power. C'est-à-dire que c'est identifié. Ses trois derniers combats, il met des KO. Donc, il a le knockout power. Ah, Ouais, mais moi, il a 10 KO, je crois, carrément même. à 10 KO, moi, ma hantise perpétuelle, c'est de sous-estimer un adversaire. Tu vois, c'est la hantise d'un bon coach, c'est de se dire, putain, je pensais que le mec était comme ça. Et en fait, dans la cage, je me rends compte qu'il est comme ça et qu'on n'a pas les solutions. Et, euh, l'idée, c'est toujours l'inverse, c'est de se dire, bon, ce mec-là, il est trop fort. Et puis, si tu as une petite surprise, c'est-à-dire que tu l'imaginais là et puis finalement, il est là, super, Ah, super. je suis Mais entièrement d'accord. identifie les zones de risque et on va pas dans les zones de risque, surtout pas. Oui, après, je pense sincèrement que Benoît a toutes les qualités pour lui rouler dessus, hein. Bien sûr. Ça, c'est, Et c'est ça, je te le dis clairement. bien sûr, et c'est le but. Mais d'aucune façon on le prend à la légère. Ah, D'aucune mais façon. oui, non, mais ça, je te dis, je te connaissant, j'ai aucun doute. Et puis, il y a des spectres, hein. Je dis toujours Adriano Martins Makachev. Je peux t'en citer. Tu sais, Shinya Aoki, à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, il affronte un mec, c'est son premier combat de MMA, un kickboxer. Il prend KO au deuxième round sur un coup de genou sauté. Un miracle. Shinya Aoki, numéro un Euh, japonais à l'époque, tu vois. Et le mec, le zéro combat hein, en MMA, hein. Donc, Rio Shonan, Anderson Silva. ouais, très de talon à la volée. Lima, l'entraîneur de la shootbox, quand il affronte Boakao. Boaka, il est au sommet, il gagne le K1 Grand Prix, personne ne le bat, etc., etc. Et je sais pas si tu te souviens de ce combat. Lima, qui était Peut-être. l'entraîneur de la shootbox, il lui met un cross, il lui met un bras arrière dès le début du combat, façon brésilienne, dure, tu vois. Et t'as Boakao qui est compté. Je sais même pas s'il avait été compté une fois en K1. Je repensais à l'anecdote parce que je l'ai croisé dans l'ascenseur tout à l'heure, Lima. Et je me disais, putain, il avait choqué le monde avec cette histoire. Ah, Non, c'est une un histoire, combat, de toute c'est façon, une histoire de c'est. combat. Bah, exactement, je suis Histoire entièrement d'histoire de d'accord. combat. Ah non, Donc, mais c'est clair. C'est toujours. alors Clément, vous, la semaine prochaine, vous allez essayer aussi de défier la chronique. Enfin, la semaine prochaine, le week-end, Oh, ben, le même soir que toi, quoi. À le même Belaïd. soir. Ah oui, Ouais. c'est le 10. Et en fait, là, je pars à Lyon le 10. Laïd, il affronte du coup le numéro 2 du KSW, c'est le Common Event. Il affronte un mec qui a été médaillé du coup en gréco, très, très solide. Si Laïd passe, normalement, il fait la ceinture derrière. Donc c'est le combat le plus important, quoi, on va dire, hein. Il a un combat de la ceinture du KSW, ce qui serait très bien. Laïd, c'est quelqu'un qui a eu énormément de difficultés au début de sa carrière à transférer le niveau qu'il avait à l'entraînement dans la cage. Et aujourd'hui, il arrive à écouter, il arrive à être beaucoup plus coachable. Tout à l'heure, d'ailleurs, on a fait un travail d'anticipation, de visualisation. On a reproduit tout ce qui allait se passer le soir même, tu vois, le jour J, avec un arbitre, etc. Et non, non, ça se passe bien. On espère que, voilà, on espère que ça va Quand bien se tu dis passer. que t'as reproduit, de quelle façon tu as reproduit? Alors, j'ai reproduit, mais pas en mettant de l'intensité, parce que c'est la dernière semaine, tu comprends? Mais en faisant, j'ai un combattant qui a un peu le même profil physique, du coup, que son adversaire. Donc en fait, on a fait en gros un round où je le coach et je le mets en condition, tu vois. Donc on y a mis même la musique d'entrée qu'il va utiliser, etc. Et après, j'y donne des consignes parce que tu sais, j'ai partagé il n'y a pas très longtemps un article sur l'anticipation, tu vois. Ils ont fait des progrès en fait sur l'anticipation, ce que disait Berthoz, tu sais. Et du coup, je travaille sur ça, c'est-à-dire en fait rectifier en direct ce qu'il va réaliser en fonction de son adversaire. Et à chaque fois, je rectifie le tir, mais en direct. Et surtout, je l'habitue à ma voix, à mes consignes, à ma façon de coacher. Parce qu'habituellement, c'est Fred qui est dans son coin. Donc là, Très automatiquement, je ne veux important. pas arriver Le improvisé. vocabulaire. Le vocabulaire. Exactement. C'est-à-dire qu'un mot pour toi, ça peut être un autre sens pour quelqu'un d'autre. Le vocabulaire, super important. Exactement. Justement, pour s'habituer à la voix, s'habituer aux consignes, qui sont des choses qui sont super importantes, on a fait des tests match. Et donc, notamment parce qu'on a plein de gars qui combattent, que ce soit Benoît, que ce soit Youssef Bouganem, Mickaël Lebou, Delphine Benoît, Baki, Wissem, etc. Et donc, ce que je faisais, c'est que je donnais un rendez-vous à tout le monde le lundi, 10 heures du matin, au Venom, sans heure de passage. Et ensuite,
Quand tu arrives, je te donne ton heure de passage. Toi, tu passes à 10h30, toi, tu passes à 11h, toi, tu passes à 11h20, toi, tu passes à... etc., etc. Et du coup, ça met une tension, ça met une atmosphère qui est vraiment particulière. Parce que tu vas passer dans la cage, tu as 15 minutes à faire, t'as pas plus, pas moins. Tu t'échauffes, tu fais tes 15 minutes, fin. Et donc, faut t'habituer, etc. Et il y a des gens qui se subliment sur des passages comme ça. Michael Lebou, c'est un bon exemple de quelqu'un qui se sublime. Et puis, tu as des gens qui performent un peu en dessous de leur niveau. Et puis, tu as des gens qui, la première semaine, sous-performent, la deuxième semaine ajustent, la troisième semaine commencent à performer à leur niveau. Et donc, c'est un exercice qui est très, très, très intéressant et qui, contrairement à ce qu'on peut penser, est beaucoup plus stressant. Tu pourrais dire, oui, mais on sait, c'est à la salle, c'est avec des gens de la même équipe, on fait pas... Il y a des mecs pour qui on a fait venir des gens, mais globalement, pas énormément. Mais malgré tout, c'est très stressant. Ah, mais complètement. Tout à l'heure, Laïd, parce qu'en fait, il n'y avait que lui. J'ai dit aux autres, on l'acclame, tu vois, comme si c'était son combat, quoi. On l'a applaudi et Ouais, tout, tu vois. ouais, Et en fait, au début, les deux athlètes pensaient qu'ils allaient rire. Mais en ouais, fait, tu sais, ce que bon, tu te dis, c'est un test et tout, tu vois, mais en fait, pas du tout. Ils se sont vraiment pris au jeu. Et en fait, ils sont sortis, ils étaient relativement fatigués, alors que c'était à la touche, tu vois. Mais ils mettaient un peu d'intensité, ils mettaient des feintes, tu vois, tout ce qu'on leur avait demandé, le thème qui était imposé. Et, euh, et c'est sûr que c'est toujours intéressant de voir ça. Et en plus, tu vois, j'avais mis une complexité supplémentaire à l'époque pour Abdoul. D'ailleurs, il avait tourné avec Laïd. Et j'avais dit, si tu gagnes au premier round, ton entraînement est terminé. C'est-à-dire que, en fait, j'ai dit, si tu le soumets au premier round, tu ne feras pas les deux autres rounds. Parce que ce que je m'étais aperçu, c'est que des fois, quand il tournait Abdoul, il s'économisait. C'est-à-dire qu'en bien fait, sûr, il allait faire trois. bien Par exemple, sûr. il savait qu'il avait toi en premier, il savait qu'il avait Nassour en deuxième, il savait qu'il avait Baki en troisième. Eh bien, il allait s'économiser. Il n'allait pas chercher la soumission. Là, je lui disais, voilà, si ton. Par exemple, là, c'est Laïd, tu fais un 3x5, c'est un exemple. Hein, tu fais 3x5 avec Laïd. Si tu le soumets au premier round dans les 2 premières minutes, tes sparring sont finis, après on fait du thème. Ça compte plus. Il n'y a plus de test match. Et ben, c'était plus le même. Il mettait une intensité comme je peux retrouver en match. Alors, pas que pour lui, hein, ça peut être pour tout le monde. Alors, c'est un peu plus délicat, effectivement, quand c'est des strikers, hein, parce que mettre KO son partenaire d'entraînement, c'est pas rigolo. Mais j'ai déjà eu arrêté des sparring, je pense que tu as dû le faire toi aussi, sur des simulations de ground and pound, tu vois. Genre, je disais là, t'étais KO. Je suis désolé, je suis obligé de t'arrêter. J'ai une interview qui est sortie avec Vincent Essartel, Ouais. préparateur physique, où je raconte justement que avant le combat de Nassourdine contre Cannonier, on cherchait un finish pour impressionner l'UFC et monter dans les rangs, etc. On voulait marquer Tu les vois, esprits. on peut pas dire que vous avez loupé, hein. Et on l'a eu. Et je disais que je m'étais rendu compte, moi aussi, que bah, comme nous, on met deux adversaires par round avec Nassour, souvent, tu vois, il gérait l'énergie pour avoir l'énergie pour le deuxième. Et donc, je lui avais dit, écoute, si tu finis le premier, tu n'auras pas le deuxième. Alors, tu referas le round suivant, mais si par exemple le premier, tu le termines 1 minute 30 après le début du round, et ben t'as les 3 minutes 30 qui restent, plus ta minute de récup, tu peux récupérer, et après on reprend après. Je lui avais donné cette consigne pour inciter au finish. Parce que ce que tu as compris, comme moi je l'ai compris, le règlement incite ou pas au finish. Quand en grappling, tu mets un temps qui est illimité sur le match, bah t'as pas de soumission avant la 40e minute. Quand tu dis c'est seulement à la soumission, mais le match il dure 5 minutes, bah tu as beaucoup plus de soumission. Et donc, les règles que tu imposes, et nous, notre rôle en tant qu'entraîneur, c'est ça, c'est de donner des consignes et de créer des situations qui favorisent l'exécution des compétences qu'on veut mettre en exergue. Et donc, nous, on s'amuse constamment avec les règles des situations pour dire, voilà, si tu veux gagner dans cette situation, voilà ce que tu veux, ce que tu dois faire. Et quand tu vas réussir à faire ça, ça va avoir un impact positif sur tes résultats en combat. C'est Et ça qu'on au-delà. fait au quotidien. Exactement. Et je pense qu'une chose qui nous sert énormément, c'est qu'on est des entraîneurs qui s'entraînent et qu'on a été les premiers à douiller les gens et à s'économiser. Tu vois, moi, j'étais un expert et je te connais, tu t'entraînais avec moi il y a 15 ans, parce que les gens ne le savent pas, Ouais. mais tu étais venu t'entraîner avec moi à l'époque, hein. Et j'étais un expert de l'économie. Si je savais que j'avais un mec chaud après moi, mais On l'a tous fait, c'est l'humain. c'est L'humain est l'humain. comme Et ça. et en fait, tout le monde le fait au final, tu vois. Dès qu'ils Bien savent sûr. qu'il y a le sparring d'après, tu sais que ça va être chaud pour toi, mais tu t'économises. Il y en a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ça. Mais non, non, mais c'est très, très pertinent.
Et non, mais je suis pas étonné que c'est des choses qu'on a observées. Voilà, c'est des éléments. On a eu, les gens ne savent pas, mais on a beaucoup de discussions tous les deux depuis des années, hein, que ce soit pour la préparation physique, la nutrition, le cutting, la charge d'entraînement. Notre dernière discussion en date, c'est le stress occasionné par par les Fight Week. Et toi, ça va. Tu as une chevelure extraordinaire, donc je vois que ça te coûte pas. Non, écoute, je pense que le stress, on l'a. Et si t'es pas capable de l'assumer, ce stress, tu fais pas un métier d'entraîneur, tu fais pas un métier de combattant. Tu as ce stress, tu l'as. Maintenant, il y a des outils qui nous permettent de un peu mieux gérer le stress. Moi, par exemple, ce que je dis, c'est que dans mon entourage, j'ai des gens qui sont naturellement stressés. Quand j'ai des informations stressantes qui m'arrivent, bah, j'essaie de ne pas leur donner. Parce que moi, j'encaisse l'information stressante sans souci. Parce que j'ai une approche relativement stoïque qui consiste à dire sur quoi j'ai du pouvoir, qu'est-ce que je peux faire pour changer la chose. Et ce que je peux changer, bah, je le change. Ce que je ne peux pas changer, j'attends de pouvoir le changer quand je pourrai le changer. Donc, je me concentre là-dessus. Mais il y a des gens autour de moi qui n'ont pas cette gestion du stress. Et quand je leur donne une info stressante, bah, chez eux, ça rumine et ils veulent anticiper tout ce que tu peux pas anticiper, sur lequel tu n'as pas de pouvoir pour l'instant. Tu veux dire Et donc, de ton entourage, tu parles dans le milieu sportif ou même dans le milieu privé? même dans le milieu privé. Ah Ok, ouais, bah d'accord. oui. Dans le milieu privé, j'ai des gens sur lesquels, si je leur donne certaines infos, ça va les faire stresser, puis ils vont m'en parler, puis ils vont m'en reparler, puis ils vont me poser une question, puis ils vont me dire, si ce scénario-là, il arrive, qu'est-ce que tu fais? Et moi, ce que je dis, c'est, si le scénario, il arrive, à ce moment-là, je réfléchirai à ce que je fais quand il arrive. Mais comme pour l'instant, il n'est pas là, j'ai pas de raison de me préoccuper de ce scénario. Je me préoccupe de ce dont je peux m'occuper aujourd'hui. Et donc, une de mes façons de gérer ce stress, c'est de m'occuper de ce dont je peux m'occuper et de ne pas partager des infos stressantes à des gens qui peuvent être stressés. Je garde pour moi la plupart des infos stressantes et je divulgue les infos quand elles ont besoin d'être divulguées. Si elles n'ont pas besoin d'être divulguées, je les garde pour moi et ça me suffit. Tu as bien raison. Mais après, je pense aussi que ça, c'est plus tu vieillis aussi dans ce métier, plus tu comprends, parce que par expérience, bien entendu, tu comprends que il y a des éléments que tu maîtrises pas. Tu vois, avant, par exemple, un mec qui se blessait, je devenais fou, tu vois. Je me disais, mais quand même et tout, mec, tu te blesses 3 semaines. Maintenant, ben, on en a tellement vu, ça fait 20 ans maintenant. Donc, t'en vois des gens passer, t'en vois des gens se blesser, t'en vois des gens ben, louper leur cutting, tu vois, en fait, tu vois tout. Là, tu vois les annulations pour Benoît, par exemple. Mais au final, mais ça arrive tellement, tu vois. En fait, quand t'es pas du métier, tu peux facilement te mettre dans une position, pourquoi ça m'arrive à moi, c'est injuste, comment ça se fait, je m'étais préparé comme ça, et machin et bidule. Et quand tu es du métier, quand finalement ça fait longtemps que tu fais ça, comme tu dis, avec l'expérience, bah tu sais que ça fait partie du métier. La blessure fait partie du métier, le contre-résultat, la contre-performance fait partie du métier, les problèmes de poids font partie du métier, les annulations de dernière minute et les remplacements. Et donc juste à accepter le fait que le plan ne va pas se dérouler de manière parfaite. J'encadrais une championne de judo, très grande championne, une nana qui a fait 2 fois championne d'Europe, troisième au championnat du monde, troisième au JO. Et j'avais une discussion avec sa psychologue qui l'encadrait. Et sa psychologue, elle lui disait, euh, il faut, en gros, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle. Là, il n'y a pas d'obstacle, là, il n'y a pas d'obstacle, là, il n'y a pas d'obstacle, là, il n'y a pas d'obstacle. Et je lui disais, non, le sport de combat, c'est pas faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle. C'est comprendre qu'il va y avoir des obstacles, il va y en avoir plein, mais être suffisamment fort pour que ces obstacles-là, on ne les sente même pas. On a des amortisseurs qui sont tellement bons que quand on passe sur l'obstacle, on ne le sent même pas. Et c'est ça les sports de combat. C'est pas il n'y a pas d'obstacle. Il va y avoir 1 million d'obstacles. Mais juste quand l'obstacle il arrive, toi tu es serein et tu sais que il n'y a pas de souci. J'ai des amortisseurs de malade mental. Je vais juste passer au-dessus de l'obstacle comme ça. La voiture, elle ne va même pas bouger. Oui, mais même dans le même contextuellement, je te rejoins tout à fait. C'est-à-dire que nous, bon, tu as vu l'évolution de la salle. Les gens voient l'évolution, c'est-à-dire ils voient le avant-après. Par exemple, toi, ils vont voir, par exemple, qu'avant tu étais au MMA Factory, maintenant tu es au Benome. Ils voient le résultat. Ils voient pas le chemin. Et si je te dis le nombre d'échecs qu'on a eu, le nombre de Hmm. problèmes qu'on a eu, en fait, on n'a pas. En fait, c'est tous ces échecs cumulés qu'on fait à la fin, qu'on a eu la salle qu'on a aujourd'hui. C'est ça. Mais au final, c'est comme toi, tout.
admettons, tu vas faire plusieurs salles, tu vas avoir des moments où tu vas être en bas, des moments où tu vas être un peu plus en haut, des moments où tu vas avoir beaucoup d'élèves, des moments où tu vas pas en avoir. Et c'est un turnover perpétuel. Et je pense que les gens qui arrivent, du coup, comment on appelle ça, dans une position, par exemple, comme tu es aujourd'hui, moi, il y a 15 ans de ça, quand on est tous les deux, à Palavas dans mon restaurant. Ouais, ouais, Mais cette discussion qu'on a aujourd'hui, je ne peux pas l'imaginer qu'on va l'avoir. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais le Oui, seul. mais Clément, je vais te dire un truc. La clé de ta réussite, la clé de ta réussite, elle est dans, et tu le disais déjà il y a 15 ans, c'est-à-dire que je sais pas, il y a 15 ans, je sais pas où tu vas aller, ce que tu vas faire. Mais tu as un élément clé de ta réussite actuelle, c'est je suis prêt à tomber, me relever, tomber, relever, tomber, relever. J'accepte l'échec comme faisant partie de mon parcours. Et Et c'est ce que cet je. élément-là, il détermine ta réussite actuelle. Ah, mais tu m'as enlevé, c'est ce que j'allais te conclure. Là. J'allais te dire, c'est parce que déjà à l'époque, du coup, des 15 ans, je savais qu'on n'allait pas arrêter. En fait, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est Il y a des ça. moments où tu vas avoir, tu vois, il y a eu des moments où, par exemple, toi, tu avais moins d'élèves. Il y a des moments où tu vas retrouver des élèves. Là, c'est ta période, hein. Aujourd'hui, et moi, je te le dis, je te l'ai déjà dit en off, je suis très fier de ce que tu fais. Parce que je t'ai connu, t'enseignais même pas, je crois, Ouais, en 2010 quand tu es venu. En 2012, ouais. pardon. Et donc, du coup, mais voir ça, voir quelqu'un qui est tenace, voir quelqu'un qui a eu passé des moments difficiles, tu vois, et après en arriver là, c'est juste parce qu'à un moment donné, bah, déjà, tu as les compétences, tu t'es formé, tu es curieux, tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un qui a une approche systémique, scientifique, physiologique. De toute façon, on a toujours été tous les deux. Et comme je dis, les gens, si je suis aujourd'hui, si j'ai cet échange avec toi, bah, déjà, c'est parce que beaucoup de gens attendaient ça depuis très longtemps. Pas dans ces circonstances-là, effectivement, hein. Ils nous attendaient plus sur un profil où on parle mais de charge d'entraînement, etc., ensemble, hein, pour qu'on échange. Et on le fera. Mais ça, On le mais fera. ça, on le fera certainement même dans ma structure, où on parlera d'entraînement. Mais c'est vrai que je ne suis pas étonné. C'est-à-dire que quand on me dit qu'est-ce que tu penses de Nicolas Haute, mais moi, je ne suis pas étonné, je ne suis pas surpris. Je ne Mm. suis pas surpris que les gens viennent te voir. Je ne suis pas surpris. Tu vois, là, j'ai Baki, que je te disais tout à l'heure, tu sais, pour la perte de poids. Mm. Mais avec Baki, quand j'échange, je connais ton approche. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai Ouais, même tu pas sais que ça besoin. te valide. Exactement. C'est-à-dire que je sais que nos visions peuvent pas être confrontées. Nos visions peuvent être qu'en synergie pour amener Ouais. un athlète à un point A à un point B. Et ça, les gens, bon, mais ils découvrent peut-être par interview interposée, mais nous, on échange depuis des années. Et je te dis, je suis Ouais, pas surpris. c'est important de le dire. Je pense que c'est important de le dire, Clément, parce que tu sais, parfois, il y a les gens qui ont l'impression que, tu sais, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'océan rouge. Tu vois, l'océan rouge, c'est celui qui croit que parce que Clément il brille, ça éteint Nico, ou parce que Nico il brille, ça éteint Clément. Et la réalité, c'est que nous, on est sur des visions de l'océan bleu, c'est-à-dire que Clément, il brille, ça n'empêche pas du tout Nico de briller, ça n'empêche pas Vincent Issartel de briller, ça n'empêche pas Aldric Cassata de briller. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Et la réalité, c'est que bah, des gens comme toi, comme moi, comme Aldric, comme Johnny Frachet, comme beaucoup d'entraîneurs et de préparateurs physiques du milieu, on échange régulièrement. On est, on est, on est amis. Quand on se croise, on va prendre plaisir. Tu sais, j'étais avec un média tout à l'heure et en off, je lui disais, j'étais avec Alexandre Herbinet d'RMC, de Jab Life maintenant. Et je discutais avec lui et je lui disais, tu vois, si j'avais eu le temps, j'aurais aimé proposer à Aldric d'aller voir, bien sûr en me mettant dans un coin de la salle sans l'embêter, mais d'aller voir la fin de la préparation de Manon. Parce que je suis sûr qu'il y a des choses que j'aurais apprises. Tu vois, en Complètement. regardant travailler, en observant le plus haut niveau féminin, en observant l'approche d'Aldric avec Manon. Et tu vois, j'aurais eu le temps. Quand je suis venu ici, je me suis dit, je vais proposer à Aldric. Puis après, j'arrive ici et tu as vu comment c'est la Ah bah course. après, Et tu là, t'arrêtes pas, t'as pas le hein. temps. Pas le temps de le faire. Mais si j'avais pu le faire, j'aurais kiffé, si Aldric il s'était entraîné en bas, j'aurais kiffé dire, Eh, Aldric, je peux me faufiler, laisse-moi juste une petite place dans la salle et je vais regarder de loin. Et juste moi, je vais apprendre le maximum pendant que l'entraînement il va se passer. Et la réalité, c'est que, bah, en fait, je pense qu'on s'inspire chacun l'autre et qu'on essaye d'apprendre des uns des autres et on n'est pas du tout dans une démarche de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. On est dans une démarche de curiosité, d'apprentissage et d'élévation de soi-même, d'essayer d'être meilleur qu'on était avant.
Ben oui, je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais proposé de venir avec Abdoul pour aider Nassour. Je sais pas si tu te Ouais, rappelles. ouais, Parce ouais, que ouais, bien sûr. parce qu'on parlait de gratitude. Je sais pas si tu te rappelles ces discussions où on avait dit ça. On avait parlé de ça et je t'avais dit pourquoi ne pas les faire s'entraîner ensemble, sachant qu'ils ne s'affronteront jamais. Tu Ouais, vois? En fait, Abdoul avec Nassour ne s'affronteront jamais. Il n'y a aucun risque. Donc ouais, bien au contraire, tu vois. Et en fait, tu vois, ça c'est des exemples. C'est pour dire qu'on échange. C'est surtout pour ça, pour ouais, ouais, illustrer non, ça. ouais. C'est pour dire qu'on échange et puis c'est pour dire aussi, moi sur ça, aujourd'hui, si on veut progresser à l'international en tant que Français, il faut que les meilleurs Français tournent ensemble. On ne peut pas aller concurrencer les meilleurs Américains ou sur lesquels ils se réunissent. Il y a un. Tu sais, les mecs, ils ont la vision, ils disent, ouais, aux États-Unis, ils sont trop forts. Non, c'est pas aux États-Unis, ils sont trop forts. Dans certaines salles dans lesquelles on a réuni les meilleurs combattants de tous les États-Unis, il y a un gros niveau. Bah, nous, il faut qu'on fasse la même chose en Europe. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des pôles dans lesquels on réunisse les meilleurs combattants, ils s'entraînent ensemble et là, ils progressent pour aller combattre à l'international. Et sur le sol franco-français, que les Français s'affrontent, c'est pas un souci. Mais tu sais, comme tu me disais tout à l'heure, Axel Sola contre Benoît Saint-Denis, bah, moi, je préfère qu'Axel il rentre à l'UFC de son côté que Axel il vienne tourner au Venom Training Camp avec Benoît Saint-Denis, que Fares il vienne tourner avec Benoît Saint-Denis et qu'on monte le niveau français plutôt que Axel il rentre contre Benoît. Ça me fait chier, tu vois. C'est un Oui, mais combat, non, ça mais bien sûr. m'aurait fait chier, tu vois, comme combat. Moi, je veux pas de ça. Je veux qu'Axel il monte et qu'il fasse ses preuves et qu'il monte dans la KT pendant que Benoît lui aussi continue à monter, tu vois. C'est ça qui est beau. Ah oui, non, mais de toute façon, l'objectif, hein, surtout pour eux, là, c'est de s'affronter à la dernière, À la dans le dernière dernier marche. carré, quoi, à la dernière Et marche, au voilà. moins dans le dernier carré, Et, quoi. et si dans le dernier carré, tu t'affrontes, eh ben, c'est magnifique. En vrai, c'est même beau. Tu vois, Ah oui, on bah, de sera toute façon, même tu le vois, content. regarde Kamaru, Burns et tout, ils se sont affrontés, Ah mais pour la voilà, on ceinture. sera content à ce moment-là. Si jamais ça arrive, on sera content de le faire. Non, 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 exactement. Et est-ce qu'il y a, tu vois, parce que du coup, là, c'est parce que Nassour et Benoît sont des profils totalement différents, tu vois, en tant Totalement qu'athlète, hein, différent. je parle, ouais. Ouais, ouais. Et juste pour les gens qui nous écoutent, hein, mais est-ce que, hormis le fait que techniquement, tactiquement, ils soient différents, est-ce que même psychologiquement, tu as dû avoir une prise en Rien charge? à voir. Voilà. Rien à voir. Non, mais je connais Ils ont ta rien à réponse, voir. mais c'est pour que tu l'expliques aux, Ouais, aux gens. ouais, ouais. Tu vois, Benoît, c'est un homme en mission. Benoît, il arrive, le cours, il est à 17 heures. Benoît, il est là à 16h50. 50. À 16h55, il est sur le tatami. Le cours, il finit à 18 heures. À 18 heures, il a fini. Il reste 5 minutes de plus. Il va prendre la douche, il va récupérer. Il entame une nouvelle mission. Tu vois? Après l'entraînement, il a sa mission récupération. Nas, le cours, il est à 17 heures. Il arrive à 17h15 avec un Voilà. sourire en t'expliquant que c'est Alors, ça, passé c'est des décemment. Dagestanais, hein, je te le dis, hein, parce qu'Abdoul, c'est la même chose. Il arrive Vas-y. à 17h15. Il reste jusqu'à 19 heures. Quand c'est fini, ça discute. Il va faire de la planche, il va faire du shadow, il va faire les obliques, il va faire des tractions. Ça n'a rien à voir. L'ambiance n'a rien à voir. La vision n'a rien à voir. La façon de gérer les sparring, l'intensité, vraiment, tout est différent. Tout est différent. Et ce qui est très drôle, je vais te raconter une anecdote drôle. Donc hier, tu sais, on fait les derniers réglages technico-tactiques, mais avec le nouvel adversaire. Et donc, je me retrouve à imiter Prépolek. Donc, je me mets en gaucher, j'imite Prépolek, son crochet du bras avant, son direct du bras arrière, son high kick, j'imite Prépolek, etc. Et, euh, et donc, on travaille aussi les défenses, les amener au sol, tout ça. Et Benoît me dit, mais tu défends comme Nassour défend. La façon de défendre, il a une façon de défendre les takedowns qui est très particulière. Et il me dit, tu défends. Et je lui dis, c'est marrant parce que je me posais la question à quel point on avait la même défense et c'est un hasard, ou à quel point sa défense, elle a influencé la mienne et la mienne a influencé. Tu vois, à quel point, en fait, on s'est influencé pour défendre au final de manière très similaire, tu vois, sur le truc. Et c'est marrant les influences que tu as. Tu sais, on dit souvent, le coach enrichit l'athlète. On remarque pas à quel point l'athlète enrichit le coach. C'est-à-dire que moi, j'apprends du striking de Barboza, de Nassourdine Imavov, des frères Bouganem, d'Elias Mahmoudi. J'apprends de la lutte de Benoît Saint-Denis. J'apprends de Baki, de sa capacité à être concentré. Je suis fasciné
explorer un nouveau style de boxe avec Baki, à explorer d'autres styles de lutte, tu vois, une lutte plus judo avec des ouchi, avec du sasei, avec, tu vois. Et en Qui est fait, très dur à lire euh, d'ailleurs en plus, hein. qui est très dur à lire, tu enrichis tes combattants, mais si tu es suffisamment curieux et suffisamment en soif d'apprentissage, tu es enrichi par tes combattants. Et ce que tu apprends de tes combattants, tu peux le redonner à d'autres combattants sur lesquels le style convient. Ah, mais, Et ce transfert-là, il est fascinant. de toute façon, je dis toujours, le fait de visualiser les athlètes te rend meilleur pratiquant toi-même. C'est-à-dire que par exemple, Exactement. les tips que je vais voir chez Malik ou chez Abdul, tu vois, par exemple, les tips qu'il va avoir pour amener au sol, c'est des tips que je vais faire moi par la suite parce que je l'ai vu le réaliser. Et en fait, la visualisation, tu sais aussi bien que moi, le corps Bien ne fait sûr. pas trop la distinction entre les deux. C'est pour ça qu'on dit que les gens blessés, il faut qu'ils se déplacent et qu'ils aillent en structure visualisée, en fait. Et donc, je suis même pas étonné parce que non seulement tu visualises, mais en plus, par-dessus le marché, tu analyses. Ouais, ouais, ouais. Et Donc, tu développes cette capacité finalement d'analyse très rapide des points forts et des points faibles des gens selon leur position, leur posture, leur rythme, leur qualité physique. Et c'est un truc que j'ai remarqué, c'est qu'avec le temps, j'analyse de plus en plus rapidement. Et pour moi, le modèle suprême de ça, c'est Connor, hein. En 14 secondes, il trouve le timing de José Aldo pour le contrer avec son bras arrière. Ça lui a pris 14 secondes. Distance, il envoie son bras arrière, le premier, il touche pas. Ensuite, il recalibre la distance. Et au bout de 14 secondes, il trouve le crochet. Et pour moi, sur ces deux combats, sur Aldo et sur le combat contre Alvarez, ouais, c'est dans incroyable, lequel, Alvarez. dès le début, c'est un des plus gros combats de tous les temps, un des Oh oui, meilleurs. non, mais c'est incroyable. C'est le meilleur Connor pour moi qu'on Peut-être ait jamais vu. la plus grosse domination à haut niveau, donc sur un combat de ceinture à l'UFC, quand Ouais, le coup de poing il passe ici, il fait ça, tu vois l'air passer, le coup de poing il passe ici, il recule et met pas un coup en contre. Il met une série de trois coups en oh, contre. Ça passe ici, il fait un, deux, trois, c'est et incroyable. les trois. Non, mais c'est le plus grand Connor qu'on ait jamais vu, hein. Plus grand Connor qu'on ait jamais vu. Ah ouais, Masterclass. ouais, c'est incroyable. Et un autre truc aussi que on en a pas, c'est vrai qu'on n'en discute pas, mais tu arrives à t'entraîner? Alors, comme je dis, on avait cette discussion avec Benoît hier. Je garde la forme. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que j'ai mes séances de muscu où j'essaye de faire un minimum entre 3 et 5 séances de muscu par semaine. Des séances très courtes, entre 30 et 45 minutes sur des circuits. C'est-à-dire que j'installe un mouvement du haut du corps, un mouvement du bas du corps, quelques exercices auxiliaires. Et ensuite, j'ai la chance, comme je suis au Venom Training Camp, de tourner sur les exos. Donc, je peux gagner beaucoup de temps hein, parce que je fais que d'enchaîner d'un exo à l'autre, un exo à l'autre, etc. Et puis ensuite, alors là, je le fais moins parce que j'ai un groupe qui est tellement haut niveau et puis avec beaucoup de poids lourds que je le fais moins. Mais historiquement, ce que j'ai fait beaucoup, c'est que bah, quand je peux, je rentre et je tourne. Mais je suis connu pour ça à la salle. C'est très spontané. C'est-à-dire que là, oh, il y a un mec qui est tout seul, il a besoin de tourner. Boum, je mets les gants, je me suis pas échauffé et je commence à tourner avec lui. Et je commence à tourner en MMA ou en grappe ou machin ou bidule. Donc voilà comment je m'entraîne de manière très non planifiée, de manière très aléatoire, mais ça me permet de garder des sensations, de garder un niveau. Pareil, j'hésite pas tout le temps. Tu vois, par exemple, on va tester une situation. Moi, j'ai mon idée de la meilleure réponse. Et puis, la situation, elle marche pas. Je vais dire, attends, laisse-moi tester. Tiens, Baki, vas-y, laisse-moi tester ce truc-là. Et je teste. Et je prends une sensation. Parfois, j'y arrive là où l'athlète n'y arrive pas. Et parfois, je dis, ah non, finalement, pff, le mec, il est trop dur à maintenir dans cette situation. On va essayer de trouver une autre façon de travailler. Donc, j'accorde beaucoup d'importance au fait d'avoir la sensation et de jamais enseigner quelque chose sans, sans moi-même avoir. Et puis, j'aime bien quand même avoir tourné avec mes athlètes parce que ça me permet d'avoir une. Il y a des choses que tu vois pas en fait. Quand t'as pas tourné avec quelqu'un, il y a des choses que tu vois pas. Et quand tu as tourné, il y a des trucs où tu dis, ah ouais, ok, je comprends la pression qu'il met ce mec-là en avant, je comprends. Ah, la vitesse, le coup d'œil, ok, j'ai compris. Ah ouais, le takedown inarrêtable, ok, j'ai compris comment tu le places. Donc il y a des trucs que tu comprends pas quand t'as pas tourné avec quelqu'un, tu vois. Ah, moi, je suis un fervent défenseur. De toute façon, les gens de la chaîne le savent très bien.
Le premier truc que je t'ai dit sur Baki, c'est quand je l'ai eu dans mes mains, c'est là où j'ai compris, hein. C'est tant Ouais, que tu l'as pas dans tes mains, Baki, en gréco, ça. tu comprends pas, quoi. T'as beau le voir, tu te dis, ben donc, tu vois. En fait, Ouais, tu comprends pas pourquoi les gens, mettons, ils n'arrivent pas à le faire tomber ou des trucs comme ça, tu ouais, vois. ouais, Mais quand tu l'as dans tes mains, tu comprends d'un coup, tu vois. Et c'est vrai qu'effectivement, quand le physique te le permet, hein, parce que si tu as 70 ans, c'est sûr que c'est plus compliqué, ouais, ouais, ouais. mais quand le physique te le permet. Non, non, mais c'est très intéressant. J'ai des Euh, moments, Clément, j'ai des moments où, je donne un exemple, Nassourdine, en grappe, ça nous arrive de tourner en grappe, et en grappe, c'est l'un des mecs les plus durs avec qui tourner en grappe. C'est-à-dire que vraiment, il te met une pression du dessus qui est horrible. Tu vois, il te casse le corps en deux. ouais, mais moi, Et, tout le monde me dit qu'il est très physique, beaucoup de force. Tout le monde me le dit. et il y a des moments où Nas, il fait ça à d'autres grands combattants, des gars qui sont forts. Et j'éprouve une sorte de plaisir à constater que il n'y a pas qu'à moi qui fait ça. Tu vois, ça me rassure quand il fait ça. Et je dis, les gars, OK, t'es Ah, passé dans la ouais, ouais. machine à laver, mais je suis rassuré parce que Ouais. je vois que moi, je l'ai subi, mais toi aussi, tu l'as subi. Ah non, mais Ça me c'est rassure. une Et discussion que je j'ai eue pense, tout à l'heure, hein. Donc je comprends tout à fait ce que tu ressens, t'inquiète pas. Ça m'est arrivé quelquefois de passer dans Clément, une ça t'est machine à laver. arrivé où tu passes dans la machine à laver avec un combattant, et après, quand tu le vois passer à la machine à laver un autre combattant qui est Ouais, fort, dis tu bon, relativises. ça Tu te dis, va, ça va, je suis il pas n'y a si pas que rouillé que moi. ça, quoi. Il n'y a pas que moi qui... y a pas que moi qui secoue comme ça, tu vois. Non, non, mais c'est terrible Ça parce que c'est va. vrai qu'effectivement, des fois, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, c'est surtout Abdul, tu vois. Par exemple, des fois, je me disais, mais en fait, quand j'arrêtais de tourner, je me disais, mais en fait, est-ce que je me suis déjà entraîné dans ma vie, tu vois? Tu sais, je me disais, mais en fait, je n'ai jamais fait de sol, c'est pas possible, tu vois. Et là, et après, quand tu le vois après mais d'autres, tu te dis, bah non, non, mais en fait, c'est pas moi le Ça problème, va. tu vois. Donc tu te Ouais, ouais, dis que ouais. ça va, tu te remontes ton ego. Non, non, mais en plus, il faut savoir, bah, après déjà que, en plus, il y a un truc aussi que j'ai réalisé avec l'âge et que j'ai du mal à réaliser, mais en fait, je pense que psychologiquement, quand je, quand on tourne, on croit qu'on a les mêmes réflexes qu'il y a 15 ans, tu vois. Alors, je sens sur la récup, je suis objectif sur ma récupération, Ouais, mais je suis beaucoup moins objectif sur ma réactivité et mon niveau actuel, tu vois. ouais, Donc, ouais, en fait, des fois, je tourne et je me dis, non, mais attends, c'est pas possible. Parce que, tu sais, je vais voir un trou, ouais, ouais, ouais. mais je le saisis pas, tu vois, l'opportunité. Ça veut dire, je vais voir une guillotine Ouais, et ouais. au moment où j'attrape Trop la tard. guillotine, le mec est déjà sorti, tu vois. Je vais dire, attends, mais c'est pas possible, je l'ai vu. Tu sais, et en fait, on se rend pas compte, mais on est de moins en moins réactifs. Eux, ils progressent de plus en plus. Ouais. Par-dessus le marché, Alors, Narsour on a fait un son avantage coach. sur eux. On a un avantage sur eux quand même. C'est que nous, quand on tourne, on est reposé. On est avec une bonne charge glucidique. On est reposé. Tu vois, ce que je disais à Benoît, c'est vrai que nous, on a un avantage, c'est que bah, on est reposé. On n'a jamais une fatigue cumulée qui est trop importante. On est toujours bien alimenté, donc ça c'est cool. Et en général, quand on rentre sur des trucs, toi tu fais pas un entraînement complet. Tu rentres sur un round, tu rentres sur deux rounds, Et donc finalement, l'énergie que tu as sur le temps où tu rentres, souvent elle est assez importante. Et donc, quand tu compenses le fait qu'on ait tout ça, bah ça va, tu peux faire des trucs intéressants. Si on était dans leur cadre, c'est-à-dire que quand tu as deux entraînements par jour, tu as la fatigue, Oh. tu as la diète, tu as les courbatures de toute la semaine, et on est mercredi ou jeudi, c'est pas la même chose. Et qu'il y a déjà eu 45 minutes d'entraînement, c'est pas la même fatigue. C'est ça que les gens oublient aussi, hein. Le gars de haut niveau, parfois il y a le touriste. Alors nous, c'est pas notre cas parce qu'on est dans des petites structures, mais parfois tu as le touriste qui passe et il arrive le jeudi et il dit, ah, j'ai tenu un round contre le gars. Ouais, tu as tenu un round, mais toi, tu as fait un round à fond. Lui, c'est son 15e round de la semaine. Ah oui, mais Euh, ça arrive surtout, surtout dans les grosses structures. c'est ça. Parce que le mec vient Et que le jeudi et le samedi, donc il tourne avec un mec qui est là depuis le lundi, qui a fait 2 à 3 entraînements par jour, donc il a une fatigue à avancer. Mais de toute façon, moi, dans ma pratique, j'essaye de m'imposer maintenant les séances. ouais, Parce que j'en ai marre. Tu vois, en fait, je faisais un peu comme toi. Alors, c'est des passages, hein, je te cache pas, je pense que c'est pareil pour toi. Il y a des moments où je planifie pas. Des ouais, moments où... Et là, en ce moment, j'essaye de replanifier pour me mettre un objectif et tout, parce que
On pense beaucoup, quand tu es coach, tu penses tu coaches les autres. Donc, c'est pas toi que tu te coaches, c'est tu coaches les autres. Donc, tu penses aux autres en premier avant de penser à toi. Ouais, c'est Et ça. là, j'essaye de retourner, mais surtout pour un plaisir personnel, voir ses sensations. C'est que moi, j'ai toujours mon iPad à côté de moi, donc je coche des trucs un peu comme tu disais. Par exemple, si je travaille des variantes sur le single leg contre la cage, je vais noter, voilà, je vais en faire 6, je vais les tester, je les élimine, ce qui fonctionne pas, s'il me tient le poignet, s'il me pousse la tête, ainsi de suite. Et en fait, ça me permet de les éliminer, comme tu dis. Et ça, malheureusement, il n'y a que dans la pratique. Alors peut-être qu'un jour on n'y arrivera plus à pratiquer, hein. Je dis bien qu'on va être cassé de plus en plus. Moi je commence à avoir un peu mal partout. Je pense que c'est pareil pour toi. Donc on ne pourra plus le pratiquer. Mais tant qu'on peut encore faire ça, après on aura des mannequins qui nous remplaceront, tu vois, des petits jeux d'eau. Mais c'est sûr que ces sensations-là. Alors le grappling, peut-être qu'on pourra durer un peu plus longtemps. Mais pour Ouais, la je lutte, pense en fait. Après, je sais pas toi de ton côté, moi je touche du bois, j'ai pas trop de douleur. Je pense que le fait d'avoir été à haut niveau, mais d'avoir pas, si tu veux, d'avoir pas été à très haut niveau, c'est-à-dire le Cage Warrior, le Bama, mais pas à très haut niveau, c'est-à-dire d'avoir pas été sur des titres de ces organisations et d'avoir pas fait une carrière de plusieurs années sur ces organisations, fait que finalement mon corps ça va. Il n'a pas l'usure, tu vois, l'usure d'un volume d'entraînement qui est trop important sur lequel, avec un calendrier compétitif dans lequel t'es blessé, tu dois combattre. T'es ah, blessé, tu dois combattre. après Nico, oui, je suis d'accord, mais d'un côté, c'est parce que je pense que génétiquement, on est solide si on n'est pas blessé. Parce qu'on a eu quand même une charge d'entraînement. Tu vois, moi je Et je pense suis que plus. Et après, je suis plus léger que toi aussi, Clément. Et tu sais que les plus légers, on a quand même tu vois, si finalement on subit une charge d'entraînement quotidienne, que ce soit dans les sparring qu'on fait ou que ce soit, c'est moins fatigant pour le corps d'être plus léger ah oui, que bien sûr. d'être plus lourd. Non, mais ce que je veux dire, c'est Donc, que moi, je pense, parce que moi, j'ai pas de gros pépins. J'ai ouais, donc c'est bien. des Ok. petits pépins, quoi, mais j'ai Ah, jamais des eu de petites gros. douleurs. C'est Voilà, ça. j'ai des petites douleurs parce que ouais, c'est normal, je me roule avec des mecs. Avec l'Aïd, il fait 95 kilos, donc encore heureux, tu vois. Mais j'ai pas eu de croisés, j'ai pas eu de subluxation, j'ai pas eu tout ça. De problèmes au cervical. J'ai eu des problèmes au dos, mais parce que pendant 3 semaines, j'étais le sparring d'Abdoul, donc au bout d'un moment, tu es obligé d'avoir des problèmes de dos quand tu as 40 ans. Donc je vais me bloquer, mais j'ai pas une hernie aggravée. Enfin, tu vois, j'ai pas besoin de passer sur le billard, etc. J'ai 41 ans, ça va. Mais je pense que ça, par contre, hein, aujourd'hui, je le crois, j'en suis intimement convaincu, et même par rapport à tout ce que je lis sur le sujet, je pense qu'on a une très bonne génétique. C'est-à-dire qu'on a une génétique qui nous a permis de durer. Parce qu'il y a des gens qu'on connaît, toi et moi, qui se sont entraînés 2, 3 fois par semaine, qui ont explosé en plein vol, qui se Ouais. sont blessés. Combien on connaît d'athlètes? D'accord, 1000 fois. 1000 fois d'accord. Combien de fois on a croisé des athlètes qui avaient un super potentiel, qu'on fait un an d'entraînement du lundi au vendredi, qui se sont pétés partout. Je pense sincèrement que tu es quelqu'un de très solide, de très résistant. Si tu n'as pas de pépins, Nico, c'est que, bon, déjà, tu devais faire les choses intelligemment, mais en plus, même en faisant les choses intelligemment, tu sais très bien que tu peux te péter. C'est contextuel, la blessure. Il suffit que ton adversaire, c'est une discipline ouverte, hein. Tu dépends des actions de ton adversaire. Il suffit que tu sois un peu fatigué, tu n'as pas bien dormi, il te tombe sur le genou. Bon, bref, c'est faute à pas de chance. Moi, je pense que tu as une bonne génétique que tu, mais on le ressent pas, hein, mais par rapport à tous les gens que je connais autour de moi, effectivement, on n'est pas beaucoup aujourd'hui à continuer à nos âges, depuis des années, à s'entraîner. Et je pense parce qu'il y a ce facteur génétique qui fait qu'on est des mecs, entre guillemets, je dis pas qu'on est des super-héros, mais on a ce côté-là, on n'était peut-être pas doué, mais on est doué pour pas se casser, en fait. Donc on Clément, peut tourner. je vais aller plus loin dans le truc. Tu sais, la fameuse histoire de j'allais performer en foot, mais je me suis fait les croisés. Ah oui, oui, Bah, bien sûr. moi aujourd'hui, ce que je pense, c'est effectivement, peut-être que tu t'es fait les croisés parce qu'en fait, ton corps, à 15 heures d'entraînement par semaine, il pète. Et l'autre, c'est-à-dire que techniquement, en faculté motrice, tu es très fort. Tu as une vision du terrain, tu es technique, tu es stratégique, tu es ce que tu veux. Mais à 15 heures d'entraînement par semaine, ton corps, il pète. Et l'autre, son corps, il peut encaisser 25 heures d'entraînement par semaine. Et donc, à un moment, effectivement, tu pètes à 15 heures, mais pour aller à haut niveau, il faut 25 heures. Et donc, toi, tu dis c'est les croisés, c'est ça qui m'a empêché. Oui, c'est les croisés, mais les croisés, c'était que un signal du fait que ton corps, il pouvait pas accepter la quantité totale d'entraînement nécessaire pour aller au haut niveau. Et ça, Exactement. comme tu dis, c'est aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus d'études qui tendent vers dire, en fait, combien ton corps il est capable de supporter en charge de travail.
Ah oui, non, mais tu sais, je regardais beaucoup les trucs sur les centenaires et tout. Et en fait, ça rejoint Ouais, totalement ça, hein. ouais, ouais. Ça rejoint ça. Et tu sais, un jour, tu m'avais dit un truc sur Abdul, un truc que tu avais compris ce jour-là, que c'était une force à nature. C'est parce que tu l'avais vu dans son salon faire un jeté avec 90 kilos dans son salon en En jean plein Covid. En en plein plein Covid. Covid. Et là, tu as compris que ce mec, il était spécial. Eh ben, en fait, moi, je le dis toujours, on a réussi à optimiser sa préparation physique, mais c'était déjà une force à la nature, ce mec-là. Il faisait des épaulés jetés stricts à 90 kilos, avec les poids, c'était même pas les mêmes, une barre. Merci. J'allais dire ça. On dirait la barre Décathlon. On Oui, dirait que tous ses potes, ils lui ont filé un ou deux disques. Il a c'est tout ça. mis sur la barre. Ensuite, la barre, elle fait 90 kilos. Il est dans le salon, il s'ennuie. Et il y a Il des dit, petits tiens, qui courent partout, donc il est obligé de se concentrer pour pas tuer un petit. j'ai Et essayé enfin, tu te de rappelles de soulever cette ce vidéo, tu m'en truc-là. as parlé. Le premier truc que tu m'as Ouais. dit sur Abdul, c'est ça. Et là, tu comprends que ben, c'est comme Nassour, c'est des mecs, c'est des forces à la nature, quoi, déjà à la base, tu vois. C'est des mecs qui ont une Et, force, déjà, naturellement. Tu regardes Nassour, c'est quand même. Moi, je suis bluffé. Nassour, attends, et le mec, il a enchaîné des compétitions incroyables, des performances incroyables. À aucun moment, il a un gros pépin, quoi. Mais c'est un titan. C'est un titan. Bien sûr que tu fais les choses bien. Mais si toi et moi, on fait ça, ben, on explose. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, je finis, le SAMU va me récupérer devant la salle. tu vois les mecs qui sortent des combats, le visage est nickel. Nous, on a fait Non, 2 rounds de grappling. T'as une griffure ah comme ouais, ça. ben, Toute ah ouais, la m'en semaine, parle t'as même le pas. visage rouge. T'as fait 2 rounds. Le mec, il sort d'un 5x5 contre Roman Dolidze. Son visage, il est nickel, il n'y a pas une Ah non, griffure. Tu te non, mais rappelles Anderson Silva? Il sortait de 25 minutes, son visage était nickel. Tu dis, mais ta peau, c'est quoi? C'est quoi le non, secret de ta peau? moi, je te dis, aujourd'hui, j'ai compris que c'était un tout, c'est pas une question de talent. C'est vraiment un ensemble. C'est un ensemble de facteurs En qui fait, fait que tu arrives c'est ce au top qu'on niveau. cache derrière le mot talent. C'est ça, C'est ce qu'on cache derrière le mot don, talent. On cache tous ces trucs-là, moi, ce que j'appelle le facteur X, que exactement. tu maîtrises pas. Nico, il nous reste Clément, 1 minute, hein. Franchement, c'était un super échange, hein. Depuis le temps merci qu'on devait beaucoup. se le faire, hein. Merci beaucoup, Clément. J'espère que les gens, ils auront pris autant de plaisir que moi, j'en ai pris à échanger avec toi. Parce que bon, du coup, on a parlé de Benoît, mais on n'a pas parlé que de ça. Au moins, ça change. On a parlé aussi un peu de nos postures, de nos visions, de nos sensibilités. Et je pense qu'on aura l'occasion plus tard d'en reparler ensemble avec des agrès, etc. Ou même je passerai au Venom. En tout cas, c'est un Avec grand plaisir. plaisir. Oh Nico, force à vous. Force à vous Force aussi. à Benoît. J'espère que vous allez nous ramener une belle victoire. On Et y on va est pour ça. ensemble, en tout cas, les amis. On est ensemble.